Dans un développement géopolitique dramatique, l'Ontario a coupé l'accès des États-Unis à un énorme contrat énergétique d'une valeur de plusieurs milliards. En coulisses, des sources disent que Trump est furieux. Ce mouvement soudain intervient à un moment crucial dans la course mondiale pour dominer l'énergie propre, envoyant des ondes de choc à Washington et à Wall Street. Alors que les États-Unis s'efforcent de s'adapter, l'Europe avance à grands pas, sécurisant un contrat de batterie de 20 milliards que les analystes estiment capable de redéfinir le paysage énergétique mondial pour des décennies. Avant de commencer, assurez-vous de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide à battre l'algorithme de YouTube. Les initiés qualifient la décision de l'Ontario d'affirmation audacieuse de la souveraineté énergétique et d'un coup majeur aux aspirations des États-Unis sur les marchés des véhicules électriques et des batteries. Cette situation dépasse un simple différend commercial. C'est une lutte pour l'influence sur l'avenir. Le rejet par l'Ontario de l'implication américaine signale un changement profond dans les partenariats énergétiques mondiaux, un changement qui pourrait voir les États-Unis mis à l'écart, tandis que d'autres définissent la révolution des technologies propres. Si cela marque l'aube d'une nouvelle ère énergétique, alors l'Ontario a tracé la première ligne. Le Centre industriel du Canada a verrouillé ses exportations et redirigé un contrat de batterie de 20 milliards de dollars pour véhicules électriques vers l'Europe, excluant délibérément les États-Unis d'un domaine technologique de pointe qu'ils dominaient autrefois. Avant de continuer, assurez-vous de cliquer sur le bouton « S'abonner » pour montrer votre soutien. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Washington a été pris au dépourvu. La Maison-Blanche est restée silencieuse publiquement, mais les réactions internes ont révélé une profonde inquiétude. Des voix radicales ont averti que ce n'était que le début. Les alliés traditionnels se transformaient en concurrents alors que les investissements dans les technologies propres commençaient à se déplacer à travers les continents. Dans les pôles industriels américains, les usines se préparaient à des perturbations. Les lignes de montage dépendantes de pièces et de sources d'énergie étrangères faisaient soudain face au risque d'être privées de ressources. Le titre, l'Ontario coupe les États-Unis, l'Europe rafle le jackpot des batteries de 20 milliards de dollars, n'était pas seulement une nouvelle, c'était un signal pointant en coulisses, les stratégies évoluaient rapidement. Ce bras de fer économique s'est intensifié au début de 2025 lorsque les États-Unis ont doublé les droits de douane sur l'acier et l'aluminium étranger à 50%, ciblant même leurs plus proches alliés. Environ 25% de l'acier utilisé aux États-Unis est importé, et le Canada, en tant que plus grand fournisseur, a subi le gros de l'impact. Le président Trump a annoncé l'augmentation des tarifs dans une usine sidérurgique en Pennsylvanie, la déclarant une victoire pour les travailleurs américains. Cependant, cette mesure a approfondi une guerre commerciale mondiale croissante. La Chambre de commerce du Canada s'est fortement opposée à la décision, arguant qu'elle compromettait la stabilité économique nord-américaine et que la déconstruction de chaînes d'approvisionnement de plusieurs décennies serait préjudiciable aux deux nations. L'indignation s'est répandue parmi les alliés des États-Unis. Le ministre du Commerce australien a qualifié les tarifs d'injustifiés et indignes d'une nation amie, tandis que l'Union européenne a promis des mesures de représailles. Mais la réponse du Canada allait au-delà des avertissements diplomatiques. Le 10 mars, l'Ontario a mis en œuvre une charge surtaxe sans précédent de 25% sur les exportations d'électricité vers les États-Unis. Ce mouvement soudain a transformé les flux énergétiques fiables de longue date en un levier stratégique. Les lignes électriques qui livraient autrefois discrètement de l'électricité abordable sont devenues des instruments de négociation. La nouvelle taxe, s'élevant à environ 7 $ par mégawattheure, se traduisait par un coût supplémentaire de 277 000 $ par jour pour les consommateurs américains, soit environ 69 $ de plus par mois pour 1,5 million de foyers et d'entreprises. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, est resté ferme, qualifiant les tarifs de Trump des catastrophes pour l'économie américaine et des attaques directes contre les ménages et les entreprises américains. Il a juré de ne pas céder tant que les menaces tarifaires ne prendraient pas fin définitivement. Nous utiliserons tous les outils de notre arsenal, a insisté Ford, réitérant dans des apparitions dans les médias américains que la guerre commerciale causait un chaos. Il avait averti d'une riposte, et maintenant il la mettait en œuvre. Le réseau énergétique de l'Ontario, qui fournit une énergie significative à des régions comme l'État de New York, le Michigan et le Minnesota, était désormais un point de pression. Les responsables de l'Ontario ont noté avec calme que si l'agression économique de Washington se poursuivait, il pourrait augmenter la surtaxe ou arrêter complètement l'approvisionnement énergétique,
Le message de l'Ontario était sans équivoque. La relation énergétique profondément interconnectée qui alimentait les villes américaines ne pouvait plus être tenue pour acquise. L'impact financier était immédiat et stratégiquement ciblé. L'Ontario avait exporté environ 12 millions de mégawattheures d'électricité vers les États-Unis l'année précédente. Désormais, cet approvisionnement vital avait un coût punitif. Le gouverneur de New York et un sénateur américain de haut rang ont critiqué les tarifs comme étant irresponsablement myopes. Ils ont noté que les politiques étaient si mal conçues que personne n'était certain que les importations d'électricité étaient même légalement couvertes. La surtaxe de l'Ontario a forcé la question. Les services publics américains devraient payer, peu importe l'ambiguïté juridique. Pendant ce temps, la Commission des services publics du Michigan a exprimé publiquement son inquiétude concernant les prix et la fiabilité du réseau. Bien que le Michigan produise la plupart de son énergie dans l'État ou par des contrats à long terme, les responsables ont admis que le conflit croissant sur les tarifs et les contre-mesures pouvait déstabiliser le marché énergétique régional plus large. Certains ont même envisagé d'ajouter des étiquettes « Tarif Trump » sur les factures des clients pour rendre visible le coût de la politique commerciale. En Nouvelle-Angleterre, les gestionnaires de réseau ont averti que les nouvelles taxes sur l'électricité canadienne n'augmenteraient pas seulement les prix, mais perturberaient aussi les flux d'énergie. Ils ont exigé des éclaircissements urgents de Washington. Mais plutôt que de fournir de la clarté, l'Ontario a lancé un ultimatum ferme soutenu par des réalités concrètes. Si les États-Unis comptaient utiliser le commerce comme une arme, le Canada avait désormais le pouvoir, littéralement, d'éteindre les villes américaines à volonté. Nous sommes en négociations intensives avec les Américains, a déclaré le Premier ministre Mark Carney au Parlement, et en parallèle, nous préparons des représailles si ces négociations échouent. Puis est venu le véritable choc, un contrat de 20 milliards qui a secoué Washington. Après des années de préparation pour construire une immense usine de batteries pour véhicules électriques en Ontario, Volkswagen a finalisé un accord avec le Canada. Pas une seule batterie de l'usine ne serait destinée aux États-Unis. Située à Saint-Thomas, en Ontario, l'immense usine Gigafactory s'étend sur 370 acres et devrait produire jusqu'à 1 million de batteries pour véhicules électriques par an. Elle représente le plus grand investissement de l'histoire automobile canadienne. Le plus grand constructeur automobile européen a contourné les sites américains, attiré à la place par des subventions généreuses et un accès privilégié aux minéraux critiques du Canada. Ensemble, Volkswagen et le gouvernement canadien ont attribué un prix de 20 milliards de dollars au projet, signalant non seulement une ambition économique, mais aussi un réalignement stratégique. Lors de la cérémonie de pose de la première pierre, les dirigeants de l'Ontario étaient jubilants. Ils avaient surpassé des centaines de juridictions pour décrocher l'accord. Mais derrière les sourires se cachait un changement plus profond. Chaque batterie produite dans l'usine serait destinée aux véhicules Volkswagen en Europe, aucune pour les États-Unis. Ce qui était initialement envisagé comme une chaîne d'approvisionnement nord-américaine pour véhicules électriques s'était transformé en quelques mois en une chaîne transatlantique. Pas une seule cellule de la ceinture de batterie en rapide développement de l'Ontario n'alimenterait les voitures fabriquées en Amérique. Ce n'était pas une perte symbolique. Cela représentait un découplage stratégique, les usines automobiles américaines, déjà aux prises avec des pénuries de composants, faisaient maintenant face à la dure réalité qu'une nouvelle capacité de production d'un allié clé les contournerait complètement. Juste de l'autre côté de la rivière par rapport à Détroit, Windsor abritait une autre grande usine de batteries pour véhicules électriques en construction. Celle-ci, une coentreprise entre Stellantis et LG Energy de Corée du Sud, faisait également partie de l'écosystème de batteries en rapide expansion du Canada, auquel les constructeurs automobiles mondiaux s'intéressaient désormais avec avidité. Les entreprises européennes investissaient massivement dans le secteur des technologies propres canadiennes. Le géant chimique allemand BASF a acquis des terrains au Québec pour construire une usine de matériaux pour batteries. L'entreprise norvégienne VOD a conclu un accord pour fournir à GM des minéraux critiques pour batteries et a commencé à explorer des plans d'usine au Canada. De Amsterdam à Oslo, l'argent affluait vers les actifs canadiens, attiré non seulement par l'abondance de lithium, de nickel et de cobalt, mais aussi par la stabilité politique relative par rapport à l'incertitude de l'Amérique de Trump. Même le Japon a pris note. En Colombie-Britannique, les responsables ont commencé à courtiser activement les fabricants de batteries asiatiques et les projets d'hydrogène vert,
considérant ce moment comme une ouverture stratégique au milieu des relations tendues entre les États-Unis et le Canada. Le Canada agissait rapidement pour redessiner les chaînes d'approvisionnement qui, pendant un siècle, avaient acheminé des biens vers le sud. Les usines de l'Ontario étaient reconverties pour se conformer aux règlements de l'Union européenne et non à ceux des États-Unis. Les produits étaient redessinés pour répondre aux normes de l'IE en matière de protection des données, d'infrastructures numériques et de chargeurs pour véhicules électriques. L'attraction du marché américain ne suffisait plus. Le Canada poursuivait la diversification à tout prix, et chaque industrie était désormais en jeu. Même le secteur de la défense n'a pas été épargné. Dans une annonce stupéfiante d'Ottawa, le gouvernement canadien a gelé son projet d'achat de 88 avions de chasse F-35 fabriqués aux États-Unis. Le contrat de 19 milliards de dollars avec Lockheed Martin, autrefois considéré comme le pilier de la modernisation de la défense aérienne du Canada, était soudainement remis en question. Le premier ministre Mark Carney, à peine quelques jours dans son mandat, a ordonné une révision complète pour déterminer si les aéronefs américains restaient le meilleur choix dans le nouveau climat géopolitique. Un porte-parole du gouvernement a précisé que le contrat n'avait pas encore été annulé, mais a souligné la nécessité d'une diligence raisonnable. Sous le langage prudent se cachait un signal beaucoup plus profond. La confiance longtemps supposée entre les alliés se désintégrait. Ce qui était autrefois une acquisition de défense routinière symbolisait maintenant une fracture plus large. Les entreprises de défense ont vu une opportunité. Dassault Aviation de France et Saab de Suède ont commencé à faire du lobbying à Ottawa, proposant de nouvelles alternatives comme le Rafale et le Gripen. Le PDG de Saab a confirmé que les discussions sur le Gripen étaient toujours sur la table. Les analystes de la défense canadienne ont soulevé des inquiétudes concernant l'opérabilité à long terme du F-35, citant des risques de commutateurs d'arrêt intégrés, des politiques d'exportation restrictives ou des retards dans l'expédition de pièces lors de futures ruptures diplomatiques. Le contexte était sans précédent. Un président américain exerçant une pression économique sur le Canada, menaçant sa souveraineté. Les responsables canadiens remettaient désormais ouvertement en question si le fait de dépendre entièrement des entrepreneurs de défense américains pouvait les laisser vulnérables en cas de crise. La dynamique avait changé. Ce qui était autrefois une alliance militaire automatique était maintenant renégocié en temps réel. Diplomatiquement, les changements étaient tout aussi profonds. Traditionnellement, la première visite à l'étranger d'un nouveau Premier ministre canadien se fait à Washington. Mais pas cette fois. Mark Carney a choisi Paris. Debout aux côtés du président français Emmanuel Macron, il a souligné le pivot du Canada dans les deux langues. Il est plus important que jamais que le Canada renforce ses liens avec nos alliés fiables comme la France. Macron a hoché la tête, avertissant que les tarifs ne faisaient qu'alimenter l'inflation et affaiblir les chaînes d'approvisionnement. Le moment en disait long, non seulement par ce qui était dit, mais aussi par ce qui ne l'était pas. Il n'y avait aucune mention du président des États-Unis. La prochaine étape diplomatique de Carney, Londres, pas Washington. Dans une interview avec les médias européens, il a déclaré clairement: le Canada est le pays le plus européen des pays non européens. Au Canada, le sentiment public évoluait en phase avec la nouvelle trajectoire du gouvernement. Un sondage national a révélé que 44% des Canadiens soutiendraient une adhésion à l'Union européenne, contre seulement 34% d'opposants. Au sein des couloirs du pouvoir à Ottawa, l'idée d'approfondir l'intégration avec l'IE était passée d'un point de discussion diplomatique à une urgence stratégique. Le Canada et l'IE ont activé un nouveau partenariat de sécurité et de défense, le premier accord de ce type entre l'IE et une nation de l'hémisphère occidental. Ce pacte a accordé au Canada un accès au programme d'approvisionnement de défense conjoints européens et a aligné les normes réglementaires dans les secteurs numériques et infrastructurels. Ces mesures n'étaient pas symboliques. Elles marquaient une réorientation fondamentale des alliances géopolitiques du Canada. La coopération en matière de sécurité avec l'Europe s'est intensifiée sur fond d'instabilité croissante dans d'autres régions mondiales, notamment au Moyen-Orient. En parallèle, la stratégie financière évoluait. L'Office d'investissement du régime de pension du Canada, qui gère près de 600 milliards de dollars d'actifs, a commencé à réduire discrètement son exposition aux marchés américains. Son plus grand gestionnaire de fonds a annoncé une stratégie de rééquilibrage formelle visant à augmenter les avoirs en Asie et en Europe, citant des risques géopolitiques croissants associés aux États-Unis. Dans la baie Street de Toronto,
Les grandes maisons d'investissement ont commencé à citer les transactions internationales en euros et en yens plutôt qu'en dollars américains. Les analystes ont noté un schéma clair. Les exportateurs canadiens réduisaient leur couverture en USD et se diversifiaient vers des devises alternatives, signalant un réalignement financier subtil mais décisif. Certains économistes ont qualifié cette transformation de dédollarisation lente du Nord. Les implications étaient massives. Si le Canada, l'un des partenaires économiques les plus proches des États-Unis, se découplait complètement de l'écosystème financier américain, cela pourrait déclencher des bouleversements sismiques dans le comportement des marchés mondiaux. Le statut de monnaie de réserve du dollar américain dépend non seulement du volume de son utilisation, mais aussi de la confiance qu'on lui accorde. Le mouvement du Canada, prudent et délibéré, signalait que même cette confiance avait des limites. Les ondes de choc se propageaient déjà à travers les économies provinciales. Le Québec a exploité ses liens culturels avec la France pour attirer de nouveaux investissements. La Colombie-Britannique s'est tournée vers l'Asie, négociant des contrats énergétiques avec le Japon et la Corée du Sud. L'Alberta, quant à elle, a approfondi les partenariats énergétiques propres avec la Norvège et le Danemark, axés sur l'hydrogène. Les États-Unis, autrefois considérés comme un partenaire automatique du Canada, ne bénéficiaient plus de ce statut privilégié. Les fonds de pension canadiens, gérant plus d'1 trillion de dollars d'actifs, continuaient de réduire leurs avoirs américains. Le responsable du plus grand fonds canadien a déclaré sans détour « Nous avons été trop longtemps attachés à la hanche ». Les leaders d'entreprises ont fait écho à l'appel à une réévaluation fondamentale, plaidant pour des stratégies de rapatriement, l'Europe en priorité. Pendant ce temps, un changement culturel se déroulait. Les acheteurs ont commencé à boycotter les biens américains. Lors des matchs de hockey, l'hymne national américain a été hué. Ce n'était pas une protestation passagère. C'était un changement fondamental du sentiment national. Les retombées ne faisaient que commencer. Au Michigan, les usines ont commencé à se préparer à des interruptions d'expédition de pièces. Les villes américaines faisaient face à des factures d'utilité en hausse tandis que les économistes mettaient en garde contre une réduction du PIB américain dû aux tarifs. Les leaders du Congrès ont minimisé les données, mais les conséquences devenaient difficiles à ignorer. Au Tennessee, une ligne d'assemblage automobile a arrêté la production en raison d'un manque de pièces fabriquées en Ontario. Ce n'était plus un scénario théorique. C'était réel. Les chaînes d'approvisionnement qui avaient pris des décennies à intégrer se défaisaient en quelques mois. Les observateurs internationaux au Japon, en Allemagne et en Corée du Sud observaient de près. Si les États-Unis pouvaient perdre le Canada, raisonnait-il, qui pourrait être le prochain? Une nouvelle ère se levait, définie par un engagement prudent, une interdépendance japonisée et une diplomatie transactionnelle. La mondialisation sans couture qui promettait autrefois une prospérité partagée se fragmentait sous la pression de l'économie nationaliste et de la méfiance mutuelle. Le Canada n'agissait pas par hostilité. Il avançait tranquillement, fermement, définitivement. Ce qui avait autrefois été inimaginable, une Amérique du Nord divisée non seulement politiquement, mais aussi économiquement et stratégiquement, devenait maintenant une réalité. Et la porte d'entrée de l'Amérique du Nord avait été claquée, et cette fois, il pourrait ne plus y avoir de réouverture. À Détroit, le silence avait commencé à remplacer le bourdonnement des lignes d'assemblage. Les constructeurs automobiles américains, longtemps dépendants des flux transfrontaliers fluides de pièces canadiennes, faisaient face à une vérité inconfortable. Ils étaient coupés. Les dirigeants de Ford et GM mettaient discrètement en garde les actionnaires contre une exposition croissante aux représailles étrangères. Les composants clés, batteries pour véhicules électriques, aimants de terres rares, moulage en magnésium n'étaient plus garantis. Les gestionnaires d'approvisionnement se démenaient pour trouver des alternatives en Asie, mais ils se heurtaient rapidement à des limites strictes. La Chine maintenait une emprise dominante sur les chaînes d'approvisionnement en terres rares, et l'Europe avait sécurisé un accès prioritaire aux minéraux critiques canadiens. Au troisième trimestre 2025, la production dans 2 grandes usines automobiles du Midwest avait diminué de 18%, déclenchant un effet en cascade de licenciements dans la région. Ce nouveau ralentissement industriel n'était pas provoqué par l'automatisation ou la concurrence mondiale. Il résultait d'un effondrement de la confiance entre 2 pays qui avaient autrefois construit l'écosystème automobile le plus intégré du monde. Alors que Washington s'efforçait de réaffirmer son contrôle sur sa position économique, Bruxelles exécutait déjà une offensive ciblée et délibérée.
Les envoyés commerciaux européens occupaient désormais des bureaux de premier choix à Ottawa et Toronto. L'accord économique et commercial global, AECG, entre le Canada et l'IE, autrefois symbolique, était devenu la base d'une réorientation économique à grande échelle. De Rotterdam à Montréal, les routes maritimes étaient recalibrées. Les entreprises logistiques ferroviaires allemandes exploraient de nouveaux corridors de fret via le port d'Halifax. Les entreprises italiennes de robotique ouvraient de nouvelles installations de production à Hamilton. Les géants français des infrastructures investissaient dans les ports canadiens, posant les bases d'une intégration logistique et économique à long terme. Soutenant tout cela, des banques européennes étaient garanties par des garanties de crédit de la Banque centrale européenne. Ce qui avait commencé comme une manœuvre réactive pour contrer les tarifs américains s'était transformé en une stratégie à long terme pour revendiquer le marché nord-américain par le nord. Le Canada ne s'adaptait plus seulement. Il menait. L'Europe était l'architecte de la stratégie, et les États-Unis, pour le moment, restaient sur la touche à observer son déroulement. Les leaders des États américains n'attendaient plus les directives fédérales. Dans un mouvement historique, New York a envoyé une délégation d'urgence à Ottawa pour demander des exemptions à la surtaxe électrique de l'Ontario. Le lieutenant-gouverneur du Michigan a ouvert des négociations indépendantes avec le Québec pour un accès à l'énergie propre, défiant directement la politique commerciale américaine. Au Minnesota, le département du commerce a commencé à étudier des accords de sécurité énergétique à l'européenne avec le Manitoba. Défiant les frontières traditionnelles entre l'autorité commerciale fédérale et étatique, le mur constitutionnel séparant les politiques commerciales étatiques et nationales commençait à se fissurer sous la pression économique. Un gouverneur américain a décrit la stratégie actuelle comme un « suicide par nationalisme », mettant en garde que les économies du Midwest ne pouvaient survivre sans l'énergie et les composants canadiens. Une rébellion silencieuse se répandait dans les États frontaliers américains, non contre le Canada, mais contre l'indifférence perçue de Washington. Ce qui avait commencé comme un différend commercial fédéral dégénérait en un affrontement domestique où les leaders locaux privilégiaient la survie économique sur la loyauté idéologique. Pendant des décennies, le dollar américain était plus qu'une monnaie. C'était un outil d'influence. L'économie canadienne, comme beaucoup d'autres, fonctionnait sur des contrats, des couvertures et des règlements libellés en USD. Cette ère touche à sa fin. En 2025, plus de 34% des nouveaux contrats internationaux canadiens étaient rédigés en euros ou en yens. Les exportateurs de pétrole offraient des contrats à terme, à long terme en euros. Les ventes de lithium canadiens aux constructeurs automobiles allemands étaient désormais entièrement transactées en euros. Des fonds souverains de Norvège et de Singapour ont commencé à faire pression sur Ottawa pour qu'il continue à réduire son exposition au dollar américain. Nous ne pouvons plus nous permettre la volatilité des marchés américains, a déclaré un gestionnaire de fonds senior à Zurich. Cette érosion lente de la domination du dollar se produisait transaction par transaction. Le Trésor américain surveillait ces développements avec une inquiétude croissante. L'hégémonie du dollar ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle s'érode silencieusement, progressivement. Le Canada, autrefois un pilier du commerce libellé en dollars, devenait une responsabilité pour le système qui dépendait de son alignement. Derrière des portes closes à Bruxelles, les responsables de l'OTAN ont exprimé leur alarme. La pose du Canada sur les F-35 n'était plus seulement une question d'acquisition d'aéronefs. Elle reflétait une méfiance plus profonde. Un membre fondateur de l'OTAN remettait désormais ouvertement en question l'interopérabilité avec les États-Unis. Les officiers canadiens stationnés en Europe ont commencé à demander des exercices conjoints avec les forces françaises, néerlandaises et norvégiennes. Simultanément, Ottawa a intensifié des projets de défense bilatéraux en dehors du commandement de l'OTAN, se concentrant sur la résilience cybernétique et la mobilité arctique, signalant davantage une diversification de l'alignement militaire. En même temps, les entrepreneurs de défense canadiens étaient invités à participer à des coentreprises européennes. Des projets délibérément structurés pour éviter la supervision américaine. Bien que l'OTAN reste intacte sur le papier, la confiance opérationnelle entre les alliés se détériorait visiblement. Un diplomate européen senior a résumé le sentiment de manière brutale. L'OTAN sans cohésion économique est un drapeau sans mât. Si le Canada devait orienter davantage sa défense vers l'Europe et s'éloigner de NORAD, les conséquences iraient au-delà de la logistique de commandement. Cela modifierait fondamentalement l'architecture de la dissuasion transatlantique. L'Alliance des batteries Ontario-Europe, bien qu'encadrée comme un partenariat économique,
émergeait comme un marqueur géopolitique, signalant le démantèlement d'une structure qui avait défini la sécurité et la coopération nord-américaine pendant des décennies. Pendant des années, le Canada et les États-Unis avaient fonctionné comme un corps économique unifié. Ils étaient liés par des chaînes d'approvisionnement profondément intégrées, des arrangements de défense mutuelle et des infrastructures partagées. Mais cette intégration se défaisait maintenant. Ce qui avait commencé comme des tarifs de représailles sur l'acier et l'aluminium s'était étendu à une réorganisation complète des priorités. Les investissements dans les technologies propres, autrefois censés circuler entre Détroit et Toronto, se déplaçaient maintenant de Berlin et Oslo vers Windsor et Saint-Thomas. Les exportations d'énergie de l'Ontario, longtemps tenues pour acquises, étaient devenues des outils de politique. Les fonds de pension canadiens se débarrassaient de leur exposition aux États-Unis, se tournant plutôt vers l'euro et le yen. Les législateurs américains, autrefois confiants dans leur domination économique continentale, commençaient à comprendre que les choix de Washington avaient désormais des conséquences mondiales. Ce n'est pas seulement un changement de politique commerciale. C'est une fracture de la confiance stratégique. La décision retardée sur l'achat d'avions de chasse F-35 témoigne d'une préoccupation beaucoup plus profonde. Peut-on encore compter sur l'Amérique comme partenaire stable et constant? La cohésion interne de l'OTAN commence à montrer des fissures. À travers le Canada, les gouvernements provinciaux agissent de manière décisive pour établir de nouvelles relations avec l'Europe et l'Asie, redessinant non seulement leurs réseaux commerciaux, mais aussi leurs normes de produits et leurs cadres numériques. Même les États frontaliers américains, désespérés de protéger leurs économies, contournent les canaux fédéraux et établissent des liens diplomatiques informels avec les provinces canadiennes. Il n'est plus clair que Washington parle au nom de son propre cœur économique. Et cette incertitude redéfinit l'alliance occidentale de manière que peu avaient prédit. Ce moment sert d'avertissement non seulement aux décideurs américains, mais à toute l'alliance occidentale. Si le Canada, historiquement le partenaire le plus proche et le plus aligné des États-Unis, est prêt à se détacher de l'attraction américaine pour assurer sa propre stabilité et son autonomie stratégique, alors d'autres alliés pourraient envisager de faire de même. Ce n'est pas une rupture soudaine. C'est un changement silencieux, calculé et structurel. Il est visible dans les données commerciales, dans les expéditions retardées, dans les réseaux énergétiques redessinés et dans les visites diplomatiques qui contournent de plus en plus Washington. Il marque le découplage graduel mais délibéré d'une relation que l'on pensait permanente. Une relation où les États-Unis croyaient que leur influence et leur proximité garantissaient la loyauté. Mais ces hypothèses ne tiennent plus. Les tarifs destinés à restaurer l'ordre et l'avantage aux États-Unis ont au contraire plié les alliances qui soutenaient autrefois le pouvoir américain. Alors que l'Ontario alimente l'avenir électrique de l'Europe et coupe les États-Unis du circuit, le message est clair. L'ère du partenariat automatique est terminée. Ce qui la remplace est un monde défini par des paris stratégiques, une indépendance économique et des négociations multipolaires. C'est un monde qui semble de plus en plus méconnaissable pour ceux qui croyaient que les frontières ne comptaient plus et que la mondialisation lierait toujours les alliés ensemble. Dans la réalité d'aujourd'hui, la loyauté n'est plus supposée. Elle doit être gagnée, et le monde observe qui s'adapte et qui reste en arrière. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de vous abonner. Merci infiniment d'avoir regardé. Votre soutien signifie beaucoup. Impact en US Economy. European Clean Energy Policy.